Dieu, mes chers amis, mes chers camarades, je souhaite que vous profitiez de cet instant, de cette journée, car à cette tribune, il y a des hommes de conviction, des hommes d'engagement, des hommes de courage. Et ce qui caractérise notre famille de pensée, c'est cette capacité à traverser les décennies en restant fidèles à nos convictions et en restant fidèles à notre idéal. Nous avons eu, des camarades de notre génération, le privilège d'être formés par des hommes qui, eux aussi, avaient connu la guerre, qui avaient connu la prison pour la défense de leurs idées, qui quelquefois avaient mis leur peau au bout de leurs idées, qui souvent avaient mis leur liberté au bout de leurs idées, bien qu'ils aient été trahis, reniés, abandonnés par la classe dirigeante de cette République du renoncement et du déclin. Mais nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de nos convictions, de nos idées, de notre éthique, de notre idéal. Nous ne sommes pas au service d'une carrière électorale ou de gestion administrative. Chacun comprend bien en entendant les interventions d'aujourd'hui que l'enjeu, c'est un enjeu de survie. C'est d'ailleurs le thème de la réunion initiée par Roland Elie, ne laissons pas mourir la France. Cela veut donc bien dire que si nous ne faisons rien, eh bien, en effet, elle risque de mourir. Et la question principale aujourd'hui, nous, ici, n'est pas de savoir si nous partageons les mêmes convictions, bien sûr, avec nos expériences différentes, nos analyses différentes, notre histoire différente, notre passé différent. Nous savons bien que nous sommes le dos au mur et qu'il faut mener ce combat. La question est de savoir comment mener cette bataille. Et je dois dire, ça n'est pas à vous, évidemment, qui êtes des militants présents et courageux que je m'adresse, mais je souhaite m'adresser en particulier à tous ceux de nos compatriotes ou à tous ceux de nos amis de la grande famille nationale qui aujourd'hui restent sur le bord du chemin. Il y a des dizaines de milliers de militants que nous avons connus au travers de toutes nos décennies de combat qui ne se sentent plus représentés, ils ont bien raison, par les partis qui passent à la télévision, à la radio, qui se sont sentis trahis au cours de ces dernières années et dont finalement le réflexe est un réflexe de retrait. Il m'arrive souvent d'entendre « c'est trop tard » ou « ça ne sert à rien » ou « nous avons beaucoup milité, nous nous sommes beaucoup engagés et finalement nous n'avons pas réussi ». Récemment, invité par vieil ami Michel de Rostelan sur Radio Courtoisie, un commentaire était le suivant: « Ça fait 30 ans que nous participons à des élections et ça n'a servi à rien ». Mais ça n'a servi à rien parce que nous ne les avons pas gagnés. Ça n'a servi à rien parce que nous n'avons pas été en mesure de devenir majoritaires. Et je souhaiterais vous faire part de ce qu'est le paradoxe de l'opposant passif. Parce que moi je comprends bien que beaucoup de nos amis se sentent écœurés par ces institutions, par cette classe politique, par ces dirigeants politiques. Mais c'est cela le paradoxe de l'opposant passif, du contestataire passif. Puisqu'il n'en peut plus de tout cela, il considère qu'il n'a plus besoin de s'engager, il se met en retrait et puis il ne va plus voter. Et comme il se met en retrait et qu'il ne va plus voter, eh bien il laisse les autres voter à sa place. Et plus il est contestataire, plus il permet à ses opposants, à nos adversaires politiques, de gagner les élections. Dans un système politique basé sur l'élection, il est ainsi ce système politique. Nous sommes dans une république, une démocratie. Voilà le terrain, nous n'avons pas choisi le terrain du combat politique. Il est ainsi. Quel est le meilleur moyen pour aller en direction du peuple? Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, il y a Internet, bien sûr, il y a tout cela. Mais l'un des moyens efficaces pour traverser le néant, le blackout médiatique, pardonnez-moi ce terme, pour franchir le mur de l'omerta médiatique,
Le meilleur moyen de s'adresser au peuple français est l'une des méthodes pour s'adresser au peuple français. L'un des instruments de combat politique pour s'adresser au peuple français, c'est l'élection. Car par l'élection, on a la possibilité de faire connaître nos slogans de campagne, de faire connaître nos documents, de faire connaître nos candidats. Si les gens de notre camp nous disent ça ne sert à rien, ou si les gens de notre camp considèrent que ça n'est pas utile d'aller aider tel ou tel candidat, eh bien ils font ouvertement le jeu de ceux qui veulent mettre la France à mort. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons nous engager. Et voilà pourquoi nous allons devoir retrouver l'idéal qui est le nôtre. Je rencontre ces dernières semaines un certain nombre, ils sont légion, nombreux, d'élus du Rassemblement national. D'ailleurs, depuis qu'il est passé du Front National au Rassemblement, les gens s'en vont. C'est une manière curieuse de rassembler que de faire partir les cadres et les élus. Mais c'est ainsi. Ce qui est terrible, c'est que ces élus que je rencontre, ces cadres que je rencontre, me disent « Mais Karl, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. C'est le Parti de la France, tous les camarades qui mènent le combat. » Mais tu comprends, vous ne passez pas à la télévision et la radio, vous n'êtes pas visible. Et donc, comme vous n'êtes pas visible, eh bien, on va plutôt s'orienter vers des forces politiques dont les responsables passent régulièrement à la télévision. Ce à quoi je réponds, mais vos convictions, vos idées, est-ce qu'à partir du moment où vous quittez un mouvement qui ne représente plus vos idées, ça n'est pas plutôt le moment justement de rejoindre une force politique qui, elle, au moins, porte fièrement vos couleurs ? Même si elle n'est pas médiatiquement compatible, même si elle ne permet pas de s'exprimer à la radio ou à la télévision. Et on me répond oui, mais pour le moment, avec le Parti de la France, nous n'avons pas de chance d'être réélus. Alors, mesdames et messieurs, soyons clairs. Le combat politique qui est le nôtre, qui a été le nôtre tout au cours de nos décennies de militantisme, ne tournez pas autour de l'obsession de l'élection ou de la réélection. Il va de soi que nous préférons être élus à des élections que battus, mais il va de soi que l'idéal politique, l'idéal national, c'est de porter haut et fièrement ses convictions, ses idées, et lorsqu'elles sont minoritaires, justement d'utiliser le débat contradictoire pour permettre à nos idées minoritaires de devenir majoritaires. Parce que si l'obsession des uns et des autres consiste simplement à se poser la question de savoir par quelle tactique électoraliste on va trouver le moyen de se faire élire ou réélire, eh bien ça veut dire que notre camp, dans ce cas-là, et que ces hommes et ces femmes-là, malheureusement, ne représentent pas l'idéal de sursaut national et d'espérance de résistance nationale. Vous imaginez bien que dans les années que nous allons vivre, dans l'état de délabrement de notre société, dans l'état de décomposition des institutions, à commencer par le sommet de l'État, cela est dit, dans l'état de désintégration nationale, Il nous parle de communautarisme, oui, mais on passe du communautarisme au tribalisme dans certains secteurs. Il y a un pauvre ministre de l'Intérieur démissionnaire, M. Collomb, brave homme, qui déclare lors de sa passation de pouvoir, après avoir démissionné, je crains, Pierre Vial le connaît, il est lyonnais, je crains que, après avoir été côte à côte avec les communautés, nous risquions de nous retrouver face à face. Oh là là, pauvre homme, on risque de se retrouver face à face. Mais qui nous a mis dans cette situation-là? Qui a mis en place des politiques immigrationnistes massives depuis des décennies? Le pire, c'est que face au terrorisme qui tue des Français depuis des années dans notre pays, eh bien la réaction quelquefois est la réaction de gens qui ne comprennent pas. Ah, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est quand même affreux. Oui, c'est affreux, mais on ne comprend pas. Ben non, mais que faut-il pour qu'ils comprennent? Combien faut-il de prêtres égorgés pour qu'ils comprennent? Combien faut-il d'attentats terroristes pour qu'ils comprennent? Que faut-il donc de plus pour qu'ils comprennent et qu'ils ouvrent les yeux? Alors, mesdames et messieurs, le temps n'est plus venu
à la réflexion uniquement métapolitique. Bien sûr, nous avons besoin d'intellectuels, nous avons besoin de clubs de réflexion et de pensée qui alimentent notre doctrine et nos analyses. Mais nous ne pouvons pas éviter d'aller au combat politique, n'est-ce pas? Tout est politique. Le vieux maître le disait déjà, tout est politique. Alors oui, les dés sont pipés, oui, les médias sont contrôlés, tenus, et il nous est impossible de nous y exprimer. Évidemment, ils ne vont pas me laisser m'exprimer à la télévision pour leur dire que nous sommes en situation de colonisation, que la France est colonisée, que nous sommes victimes d'un phénomène de colonisation migratoire, de colonisation culturelle, de colonisation religieuse, de colonisation financière, de colonisation totale. Nous sommes donc en état de légitime défense. Bien sûr qu'ils ne vont pas nous laisser dire cela, mais raison de plus pour le dire. Et si le camp national ne tient pas ce discours-là, mesdames et messieurs, alors que c'est son devoir politique et historique, plus personne ne le fera. Désintégration nationale et puis destruction de nos valeurs de civilisation. Alain Escalade le rappelait tout à l'heure, destruction de nos valeurs de civilisation, et ça ne s'arrêtera jamais. Le dernier épisode en date, c'est la PMA pour toutes ou pour tous, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des enfants sans avoir de couple, sans avoir de père. Et d'ailleurs, c'est le rêve des féministes, pouvoir faire que les couples homosexuels féminins puissent avoir des enfants sans père. Puis ensuite, ils pourront d'ailleurs choisir le sexe des enfants en excluant les petits garçons. Et il faudra bien concevoir que, Pierre Vial le rappelait tout à l'heure, mais la nation, c'est la famille des familles, c'est le cercle le plus large de nos familles. Encore faut-il qu'il reste des familles. Et encore faut-il que ces familles soient des familles françaises. Parce que le jour où il n'y aura plus de famille, où les familles ne seront plus des familles françaises, que sera donc devenue la nation? Ce sera autre chose. Ce ne sera plus la France. Ce sera une république citoyenne des droits de l'homme, mais ce ne sera plus la France française. Voilà là aussi les enjeux. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi, au moment même où tous les faits nous donnent raison, au moment même où l'Europe, partout en Europe, nous observons que ce sont sur nos thèmes historiques que les victoires se font. Elles ne se font pas sur un discours de souverainisme de gauche ou républicaniste ou laïciste ou je ne sais quoi. Elles se font sur l'esprit de résistance des peuples. En Hongrie, en Pologne, en Italie, partout, c'est autour de cette notion de résistance nationale, de résistance identitaire, du droit des peuples d'Europe à rester eux-mêmes, du droit des peuples d'Europe à défendre leur liberté, leur histoire et leur culture. C'est donc que les faits nous donnent raison. Et c'est justement au moment où toutes leurs utopies explosent en plein vol. Nous avons fait partie d'une génération d'élus. Pierre peut en témoigner, lui qui a été conseiller régional en Rhône-Alpes durant de nombreuses années. On nous avait, dans les années 80, expliqué que tous les problèmes d'immigration allaient se résoudre grâce à un mot magique, que le mot magique c'était intégration. Grâce au mot intégration, on allait résoudre tous les problèmes. Et d'ailleurs, tout le monde allait se fondre dans le creuset républicain. Ils allaient d'un seul coup comme ça abandonner leur religion, leur histoire, leurs coutumes, leur passé, leurs racines, pour se rallier aux valeurs de la République. C'est pas trop bien d'ailleurs quelles sont les valeurs annoncées de la République, si elles sont différentes des valeurs des politiques monarchiques belges ou danoises ou suédoises qui mènent les mêmes politiques d'immigration, mais au nom de ce mot magique d'intégration, on allait résoudre tous les problèmes. Plus personne ne parle d'intégration. Ils avaient déjà abandonné la notion d'assimilation, ils ne parlent plus d'intégration, ils ont bien compris que cela n'était plus d'actualité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes passés du mot intégration à la notion du vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Magnifique, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, selon quelle loi sociale? Le vivre ensemble selon quel modèle de société? Alors ils sont tout à fait favorables au vivre ensemble selon les lois de la charia. Pas de problème. Vivre ensemble selon les lois de la charia, pas de problème. Ils sont tout à fait d'ailleurs favorables aux valeurs de la République, mais aux valeurs de la République islamique. Et puis tous les autres qui sont nos adversaires idéologiques français, eux sont porteurs de l'idéologie
de destruction de la République française pour la mise en place d'une République universelle dite des droits de l'homme, supranationale, transnationale. C'est leur idéologie mondialiste. Alors nous avons combattu l'idéologie marxiste-léniniste, nous avons eu le plaisir de voir s'effondrer le monde de l'internationalisme marxiste-léniniste et du communisme. Nous allons devoir combattre le monde du mondialisme destructeur des peuples, cosmopolite et antinational, en même temps que nous allons devoir mener le combat contre l'idéologie islamiste révolutionnaire qui, elle, au moins, annonce les couleurs. Ces gens-là ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Ils ont un objectif politique, révolutionnaire, planétaire. Alors évidemment, si en face de ça, nous avons Macron, là, il va de soi que nous n'allons pas y arriver, n'est-ce pas? Parce que quand le président de la République se trouve en déplacement et qu'il explique à un jeune délinquant, c'est pas bien ce que tu as fait, il ne faut pas recommencer, parce que ta maman n'est pas contente, il ne faut pas recommencer, tu me promets que tu ne vas pas recommencer, et qu'après on fait un tweet et on voit les deux délinquants en question qui font, allez, et Macron, regarde, nous en sommes là. Donc mesdames et messieurs, il va falloir tout reconstruire, il va falloir s'appuyer sur nos valeurs. Nous allons devoir aussi, candidats ou non aux élections européennes, mais profiter de ce combat européen pour défendre notre Europe, n'est-ce pas? Moi, je ne me résous pas à abandonner l'idée, la réalité de l'Europe au discours des bureaucrates de Bruxelles. L'Europe, ça n'est pas l'Union européenne, et c'est encore moins l'Union européenne vue par ses dirigeants politiques ou par ses dirigeants bureaucratiques, n'est-ce pas? Mais je ne souhaite pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous devons être fiers de notre Europe, cela a été rappelé tout à l'heure, notre Europe historique, notre Europe des nations, notre Europe des peuples, notre Europe de notre culture, notre Europe de nos traditions. Nous avons en effet les uns et les autres, en tant que nation, des différences culturelles et historiques, mais nous sommes porteurs des mêmes projets de civilisation, et tout le monde a bien compris que ce dont il est question, c'est un enjeu de civilisation. Nous allons porter cet idéal de la grande Europe des nations, de la grande Europe des patries, de la grande Europe des peuples, parce que si nous ne pouvons pas le faire, personne d'autre que nous ne le fera. Nous devons être fiers d'être Européens, comme fiers d'être Alsaciens, ou Normands, ou Occitans, et Français, Bretons, Français et Européens. Moi, je me refuse à opposer les identités les unes aux autres. C'est ce que j'appelle la synthèse nationale. Je crois à la synthèse nationale. Et puisque nous allons devoir mener une bataille de résistance et de défense, nous allons devoir nous appuyer sur toutes nos identités, sur toutes nos traditions, sur toutes nos valeurs, sur tout ce qui donne de la force encore au peuple français. Pour conclure, je souhaite en effet vous dire que, quels que soient les aléas politiques, cela est clair, la France et les peuples d'Europe sont en état de légitime défense historique. Légitime défense historique. Les défis qui s'offrent à nous sont les mêmes, que nous soyons français, italiens, belges, suédois, polonais. Tous les peuples d'Europe ont à relever le défi de la survie de leur identité et de la survie de leur existence en tant que peuple. Si nous perdons cette bataille, nous ne serons plus des peuples, nous ne serons plus que des populations. Et le jour où la notion de peuple n'existera plus et qu'ils l'auront remplacée par la notion de population, de citoyens, eh bien, mesdames et messieurs, cela voudra dire que l'Europe des nations aura vécu. C'est de cela dont il s'agit. Alors, l'histoire nous a montré qu'il était toujours possible de se redresser, qu'il était toujours possible de relever la tête. Mais encore faut-il que ce redressement vienne du peuple, puisque nous sommes trahis par les élites, puisque les politiques qui devraient protéger leur peuple font payer à leur peuple les conséquences de leur politique, puisque leurs politiques sont antinationales, antipopulaires, antisociales, au nom de leur conception de la société et du mondialisme qu'ils souhaitent mettre en place. Nous ne pouvons donc pas compter sur ceux qui sont censés nous diriger, nous protéger. Nous devons compter sur nous-mêmes. Voilà pourquoi
nous allons, avec persévérance, avec détermination, avec opiniâtreté, continuer à nous entraider les uns et les autres. Le combat culturel, le combat régional, le combat provincial, le combat politique, le combat spirituel, tout cela va dans le bon sens. C'est l'appel à une résistance totale, politique, culturelle, électorale, spirituelle, culturelle. Mais pour que cette résistance s'organise, elle ne peut venir que du peuple français. Mobilisons-nous, engageons-nous, ne laissons pas mourir la France. Vive le peuple français, vive la France!